notre raison d'être, c'est vraiment être capable de faire au mieux avec l'énergie et les ressources et qu'on soit capable d'avoir des choses qui soient viables pour tout le monde. Notamment, on pense énormément aux 1,3 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Donc pour nous, on appelle ça aussi Life is On, c'est-à-dire qu'on a des solutions pour ces 1,3 milliard de personnes. On a fait des petites lampes avec un petit panneau solaire qui permettent d'avoir à la fois de la lumière et de charger un téléphone mobile. Euh, on a développé des éléments qui s'appellent Vilaya Emergency, qui sont un container donc on vient poser avec un hélicoptère ou un camion dans lequel on ouvre les portes. On a des batteries qui sont déjà préchargées, on tire des panneaux solaires et ça sert notamment énormément lorsqu'un ouragan est passé, lorsque vous avez eu un typhon, une inondation, un tsunami, etc. Malheureusement, un tremblement de terre, ça fait partie des choses qu'on déploie énormément. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, mais c'est aussi un des aléas du changement climatique que nous avons à subir tous les jours. Donc nous, on appelle ça Life is On, désolé pour l'anglais à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est aussi comment est-ce qu'on est capable de supporter et d'amener la vie dans cet environnement. Donc, notre mission, et c'est peut-être là où vous ne voyez pas forcément Schneider, c'est d'être votre partenaire numérique pour une certaine efficacité, donc notamment tout ce qui est efficacité énergétique, mais aussi dans la notion de durabilité. C'est quelque chose sur lequel on essaye de beaucoup travailler et on a pris un certain nombre d'engagements aussi vis-à-vis de ça. Donc à la fois le leader mondial du management de l'énergie et le numéro 4 mondial de la partie automatisation industrielle. Et en plus de ça, et je vais vous en parler, on est le quatrième éditeur mondial de logiciels. Alors les logiciels techniques, hein, c'est-à-dire derrière des gens comme Dassault Systèmes ou PTC, c'est ceux qui sont devant nous. Mais ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément vues ou qui ne sont pas forcément connues parce que tout le monde connaît très bien sur la place grenobloise, spécialement Schneider Electric. Mais en fait, ça fait tout un pan d'activité qui est aussi nouveau chez nous et je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc, le fait d'avoir du numérique nous a amené à casser un certain nombre de chaînes chaînes de valeur avec une notion à l'intérieur qui est une notion qui est super importante pour moi et surtout quand je parle à des gens qui viennent d'une école d'ingénieur ou qui sont dans une école d'ingénieur, c'est la notion de l'ordre de grandeur. Dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait conscients de l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, l'IT mondial, ça consomme à peu près 2% de la production énergétique mondiale d'énergie. Quand vous réfléchissez 2 secondes avec quand vous avez votre téléphone portable, le temps que vous passez dessus, alors vous, vos ados, vos enfants, etc., les plateformes de streaming co, ça fait quand même je dirais un pourcentage qui est quand même relativement réduit par rapport aux services qu'on peut en attendre et ce que ça peut faire gagner aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a une conférence comme aujourd'hui, ben, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas eu à se déplacer, donc ça fait aussi un gain en termes d'efficacité énergétique et c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors, bon, quelques chiffres autour de ça, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, il y a ce mot de AI et volontairement, le AI, je ne l'ai pas écrit comme la plupart d'entre vous l'entendent parce que je pense que je préfère parler d'intelligence augmentée parce que cette intelligence n'a rien d'artificiel. La preuve, c'est que des ingénieurs comme vous, comme moi, comme tout un tas d'autres et tout un tas qui sont encore sur les bancs de Grenoble INP et ailleurs, qui vont être capables de le faire. Donc cette intelligence n'a absolument rien d'artificiel. Je préfère parler d'intelligence augmentée et qui permet de se focaliser sur un certain nombre de tâches aussi, qui est pour moi super importante. Et même si on voit que le nombre de connexions IoT est quelque chose qui est en train d'exploser totalement, on se rend compte que même pas 10% des données de l'IoT sont utilisées aujourd'hui pour faire des choses intelligentes. Donc si vous voulez, on est encore à des années-lumière, c'est-à-dire qu'on stocke des terras et des terabytes de data qui seront pour une grande partie jamais analysés, jamais traités, jamais contextualisés, etc. Donc qui vont rester dans un environnement relativement pauvre. Donc aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup dans les maisons. Alors vous nous connaissez certainement, dans les bâtiments, dans l'industrie, dans toutes les infrastructures et dans les villes. Donc on essaye avec cette partie numérique de bâtir ce qu'on espère être un futur intelligent et en tout cas un futur dans lequel on puisse continuer à vivre. C'est vraiment ce qui nous importe. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a un changement. Le Covid a participé à ça. Le fait que aujourd'hui, l'électricité est une énergie qui est relativement décarbonée.
qui a une capacité d'efficacité qui est quand même entre 3 et 5 fois par rapport à d'autres sources d'énergie, donc c'est quand même relativement intéressant. On voit un énorme investissement qui est fait aujourd'hui dans la partie production, et on pense que d'ici 2050, à peu près la moitié de la production mondiale sera faite par soit du solaire, soit de l'éolien, et aussi de l'hydrolien d'ailleurs, puisque en fait Aristide Bergès était quand même originaire de Grenoble, donc j'ai pas oublié tout ça, et l'histoire Nerpic Co. Mais c'est vraiment tout ça, et c'est grâce à ça qu'on peut avoir une énergie qui soit plus décarbonée. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent autour de ça, les véhicules électriques, le net zero building, etc. Le fait d'avoir de plus en plus des microgrids sur lesquels on transporte de moins en moins d'énergie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand vous consommez 1 kWh au point d'utilisation finale, on en a généré en moyenne. Alors, on était à 3 il y a une dizaine d'années, 3 kWh. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 2,2. Néanmoins, générer 2,2 kWh pour en utiliser 1 kWh, ça fait encore des pertes qui sont assez colossales. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on cherche aujourd'hui à réaliser dans cet environnement. On pense que le digital et l'électrique sont liés ensemble, et que le smart et green est aussi, ça fait partie des choses qui sont super importantes pour nous. Donc, ce qu'on recherche partout là où on déploie nos solutions, c'est autour de 30% d'efficacité numérique en plus, et d'efficacité en termes d'énergie. C'est à peu près ce qu'on observe chez nos clients. Donc là où on déploie l'ensemble des process, de l'automatisation dans un bâtiment, dans un data center, etc., c'est vraiment ce qui nous intéresse. Ensuite, nous, on essaye aussi d'avoir une plus grande recyclabilité de nos produits. Donc, on est parmi les premières entreprises sur lesquelles, lorsque vous avez un produit Schneider entre les mains, vous pouvez aller sur le site web et vous savez exactement ce qu'il contient en termes de substance. Donc, ça veut dire qu'en termes de recyclabilité, on peut adapter le process aussi pour recycler un certain nombre de choses, sachant qu'on produit quand même pas loin de 500 millions de disjoncteurs par an. Donc, ça fait des masses de cuivre, d'argent, de plastique et d'acier qui sont assez colossales. Donc, c'est aussi ce qu'on est en train d'essayer de faire à l'intérieur. Bon, le Covid-19 a été un accélérateur de la partie numérique. Je pense que vous le vivez tous les jours. Peut-être qu'il y a 3 ans, on aurait fait cette conférence dans un lieu plus sympa où on aurait pu boire une bière après. Mais malheureusement, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en digital. Donc, on voit vraiment ce remote everything, cette partie résilience aussi de plus en plus qui est en train d'arriver, et cette notion d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que on se rend compte que finalement tout le monde est resté à la maison, et il y a eu une partie de baisse de la consommation énergétique mondiale, mais finalement pas tellement, puisque si on prend la France comme étant un exemple, lorsque tout le monde était confiné au mois de mars 2020, en fait la baisse de la consommation énergétique en France a été de l'ordre de 3%, ce qui est quand même pas terrible. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'endroits dans lesquels ça a continué à chauffer, ça a continué à opérer un certain nombre de choses, à s'allumer, etc., alors que ce n'était pas forcément une obligation. Donc il y a toute cette notion autour de l'efficacité qui est aussi évidente pour nous. Donc voilà, donc beaucoup de choses qui sont pour nous du remote everything, mais ça a obligé les gens à faire beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de réalité augmentée, réalité virtuelle, beaucoup plus de training en termes de digital, et aussi de regarder de plus en plus des centres d'opération dans lesquels on ramenait un certain nombre d'éléments, puisqu'il y avait moins de gens sur les sites. Donc forcément, à un moment donné, on était obligé d'avoir des dashboards et d'assister un certain nombre d'opérateurs pour les rendre aussi plus intelligents avec cette réalité augmentée ou cette réalité qui soit vraiment additionnée. Donc Schneider Electric, donc il y en a certains d'entre vous qui connaissaient Merlin Gérin, etc. Donc aujourd'hui, on est le leader de l'énergie management. En 2020, on a fait un petit peu plus de 25 milliards de chiffre d'affaires. On était à 27 en 2019. Donc nous aussi, on a reçu un peu, alors moins que d'autres probablement. On est autour de 130 000 employés. Et vous voyez le revenu mondial, on fait 26% en Europe de l'Ouest, on va dire, 29% en Amérique, 15% dans le reste du monde et 30% en Asie-Pacifique. C'est aussi pour ça que le board de Schneider, vous avez 4 membres du board de Schneider LCO qui sont en Asie, 4 membres du COMEX qui sont plutôt sur la partie US, et 4 membres qui sont plutôt sur la partie Europe. Donc ça fait des COMEX chez Schneider qui sont assez intéressants, parce que voilà, c'est les nouilles chinoises à droite, les Dunkin' Donuts à gauche et les sandwichs au milieu, mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse de cette entreprise, à mon sens.
Donc aujourd'hui, on a rentré un certain nombre de choses. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais la cybersécurité qui devient un des panneaux essentiels. Si vous l'avez observé récemment, Philadelphie a été attaquée l'année dernière. Il n'y avait plus de service pendant pratiquement 5 semaines. Il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, il y a un pipeline. Donc avec cette notion d'automatisme industriel qui a été hacké, et donc il y a eu une grosse incertitude. Et en fait, en effet de bord, par exemple, vous avez une augmentation immédiate pratiquement de 20 cents autour du prix de l'essence parce qu'il y a eu des craintes sur le fait que ça n'allait pas être alimenté, parce que le pipeline n'allait pas être capable de gérer ça, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment très très importantes à l'intérieur. Donc nous, on a toute une partie qu'on appelle, donc c'est notre jargon qu'on appelle écostructure. Donc écostructure, on l'a divisé en 6 grands verticaux. Donc pour les machines, pour les usines, pour l'IT, donc principalement les data centers, puisque c'est un secteur qui a beaucoup, beaucoup cru pour nous en 2020 avec les Netflix, les Amazon, etc., qui ont renforcé de manière assez massive leurs infrastructures. Donc, c'est nos gros clients, Google, Apple, Facebook, etc. C'est aussi nos gros clients, puisqu'on fait à peu près tout dans leur data center, sauf le Blade, bien sûr, mais aussi toute la partie climatisation, la partie gestion des interruptions de courant, la distribution électrique, etc. La partie bâtiment, dans lequel on a vraiment un leadership mondial, la partie puissance, qui est le canal historique de Schneider Electric, de Merlin-Gérin, qui était aussi APC, Square D, enfin Feller, et beaucoup de marques comme celle-là. Et ensuite le grid, qui est lié à tout ce qui est l'infrastructure de distribution électrique, qui est plutôt de la moyenne tension, puisqu'on est sorti de la haute tension il y a quelques années, mais tout ce qui est moyenne tension et basse tension, qui nous permet de nous positionner. Donc c'est vraiment le grid, la puissance, le bâtiment, l'IT et le process, et tout ce qu'on peut mettre au-dessus en termes de tout ce qu'on appelle, nous, les analytics ou les advisors, pour dire on est capable d'amener à nos clients tout un tas de produits qui viennent en fait nourrir ces différents verticaux pour savoir connaître l'état, la prédiction sur une machine, pour être capable de gérer au mieux une usine, pour être capable d'avoir aussi de construire au mieux les dashboards de CO2 qu'on nous demande de plus en plus de construire aujourd'hui. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment essentielles pour nous. Donc aujourd'hui, sur l'axe sustainability, pour nous, c'est un des axes qui est le plus important. Donc on considère que à la fin, en 2020, on a évité à nos clients, donc les gens qui utilisent nos solutions, 107 millions de tonnes de CO2, donc c'est quand même pas l'épaisseur du trait, si vous voulez. Et ça fait partie des grands items sur lesquels on est très fiers aussi de remplir cette raison d'être en diminuant la consommation énergétique partout là où on passe. On utilisait un gaz qui s'appelle le SF6, le SF6, pardon, qui est un gaz qui n'est pas très très propre. Et donc, on a été les premiers au monde à éliminer totalement ce gaz et aujourd'hui à fournir des espèces de gros disjoncteurs en moyenne tension qui sont en vide d'air et qui sont plus du tout avec du SF6. Donc, ce gaz, on arrête aussi de l'utiliser dans nos produits. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. 75% des produits de Schneider Electric sont ce qu'on appelle green premium, c'est-à-dire qu'ils respectent bien sûr l'ensemble des normes plus, et il y a un degré de recyclabilité qui est hyper important à l'intérieur. Donc on essaye aussi d'avoir de plus en plus ces systèmes de recyclage pour être capable de les gérer. Et vous avez toutes les informations des produits qui sont en direct. Et notre objectif est de devenir neutre, une société neutre en carbone à horizon 2030 et une société zéro carbone en 2040. Donc ça fait partie aussi des éléments sur lesquels on s'est engagé. Bon, on a eu un certain nombre de reconnaissances, je vais pas m'étendre là-dessus. On a une véritable volonté d'amener cette capacité à continuer à vivre sur cette planète, donc continuer à amener cette fameuse efficacité énergétique et continuer à vivre sur cette planète au niveau suivant. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous, on est capable de jouer sur les deux côtés de l'équation. C'est-à-dire qu'à la fois, on essaye d'être un leader par l'exemple dans notre écosystème, et deux, on essaye d'être une partie des solutions pour nos clients. Donc c'est là où quand vous voyez ça avec des gens comme ST, on les a réunis avec 1000 de nos fournisseurs et on a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait gagner aux alentours de 50% de CO2 sur l'ensemble de la supply chain et l'ensemble de la fabrication de tous les moyens et de tous les matériaux et de tous les produits et de tous les sous-ensembles qu'on utilise dans nos produits. Donc c'est pas quelque chose de négligeable, c'est vraiment cette notion de leader par l'exemple. Et ensuite,
faire partie de la solution pour nos clients. Ça fait aussi partie des choses qu'on fait avec IST. C'est-à-dire que pour nos clients, on leur délivre un certain nombre de produits et de plus en plus de solutions avec une couche cloud, avec de l'intelligence au-dessus, des algorithmes, etc., pour essayer de prendre des décisions au plus vite et des décisions avisées pour être capable de réduire au plus la partie, ce qu'on appelle nous l'énergie management, donc réduire la consommation énergétique de l'ordre de 30%, c'est à peu près ce qu'on arrive à obtenir en moyenne chez nos clients. Donc, vous voyez, on a pris tout un tas d'engagements. Donc, il n'y a pas beaucoup de sociétés que je connaisse aujourd'hui qui aient pris ces engagements aujourd'hui. Et donc, on accélère de plus en plus. Donc, notamment, si vous travaillez chez ST aujourd'hui, ne comptez pas avoir une grosse voiture de fonction. Ce n'est pas ce qui va se passer. Vous aurez plutôt une Zoé et ce sera super pour tout le monde. Mais c'est vraiment cette dimension-là qu'on utilise aujourd'hui et qui, pour nous, est de plus en plus importante et qui devient absolument clé. Donc, vous voyez, avec des éléments, on est en 2021, hein, donc net zéro émission de CO2 par 2025 ou carbone neutre en 2025. Ce n'est pas des choses qu'on voit comme étant des choses qui vont arriver à des années-lumière. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, on a pris un certain nombre d'engagements, nombre de 6, pour être capable d'avoir un engagement sur le climat, être absolument efficace sur les ressources, travailler nos principes de responsabilité, créer des opportunités pour tout le monde, et c'est vraiment essentiel, et être capable de s'occuper véritablement de tout le monde, de toutes les générations, être totalement inclusif pour être capable de gérer ça, et avoir un engagement local au niveau des différentes communautés qui soit absolument essentiel pour nous. Donc voilà, donc si vous voulez, là où on en arrive avec une grosse partie de nos clients, vous voyez, vous avez une grosse partie de nos clients qui sont ici, c'est aujourd'hui, c'est à peu près 30 milliards d'énergie qui est managée, c'est-à-dire qui est achetée à travers nos services, donc des services de consulting de Schneider Electric, et c'est à peu près 800 millions aujourd'hui de tonnes de CO2, parce que nous, on parle beaucoup moins en dollars qu'on parle en fait en tonnes de CO2, qu'on essaye de sauver pour l'ensemble de nos clients. Donc ça fait partie des choses qui sont pour nous essentielles et qui sont véritablement notre raison d'être, avec un cercle qu'on espère vertueux, qui est vraiment de regarder la notion de stratégie, l'exécution, et être capable de numériser au plus et d'automatiser les process de plus en plus. Donc une des choses qui est vraiment très importante à comprendre, c'est que bon, aujourd'hui on travaille dans l'énergie et dans l'automatisation. On travaille depuis le produit, c'est-à-dire depuis celui-ci, c'est-à-dire le petit disjoncteur que vous avez chez vous, mais j'en ai des plus gros aussi, jusqu'au cloud. Donc c'est vraiment cette notion de energy automation, du bas en haut, c'est-à-dire de ce que vous avez dans le tableau électrique, bien sûr à travers la station moyenne tension, etc., etc. Donc du point d'utilité, c'est-à-dire la partie réseau électrique, jusqu'à la partie cloud, et être capable de déplier des solutions d'interopérabilité à travers l'ensemble du réseau. Une des choses qui est la plus importante pour moi, c'est le point numéro 3, c'est-à-dire que je vais y venir sur un certain nombre d'acquisitions que nous avons eues. Quand je vous disais, on est devenu aujourd'hui un éditeur de logiciels essentiel dans le monde industriel. On a compris que aujourd'hui, vous avez 4 phases lorsque vous travaillez sur un projet. Quand c'est un bâtiment, quand c'est une maison, quand c'est une usine, quand c'est un data center, vous avez une phase de design, une phase de build, une phase dans laquelle vous allez construire, une phase d'opération et une phase de maintenance. Et on a compris ça peut-être un petit peu avant les autres, et c'est pour ça qu'on a eu un certain nombre d'acquisitions software pour travailler sur les flows de design, de construction et d'opération. C'est-à-dire que tout le monde veut aujourd'hui, quand vous entendez parler de l'IoT, c'est essentiellement du operate and maintain, sur lesquels les gens vous disent, les Google de ce monde, pas de problème, opérez les trucs, envoyez-moi les données et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir et ça va bien se passer. Et en fait, nous, on est remonté dans la chaîne de valeur en disant, si on arrive à utiliser au mieux les phases de design et de construction, avec des choses qui soient aussi timées dans le temps, etc., on aura une chaîne sans rupture depuis le fait qu'on a designé un produit, on a designé une architecture électrique dans une usine comme celle de ST, par exemple, une usine de semi-conducteurs, dans laquelle moi, je vais leur envoyer un disjoncteur qui a un numéro de série 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne parle pas beaucoup à ST. Par contre, chez ST, de savoir que ce disjoncteur, numéro de série 1, 2, 3, 4, 5, c'est celui du stepper numéro 18 de la chaîne de production 300 mm de l'usine de Crolles 3 ou 4
Ça pour eux, ça avait une vraie importance et ça, je suis capable de le capturer à travers tout ce qu'on appelle, nous, le single line diagram, donc c'est-à-dire le diagramme de l'infrastructure électrique. Et donc, toutes ces données peuvent se propager, ce qui veut dire que quand on va venir le mettre en service, on va récupérer toutes ces informations. Je suis capable tout de suite d'avoir le digital twin qui est déjà commissionné, qui est provisionné sur le cloud. Et donc, toutes ces opérations d'opération et de maintenance vont être grandement facilitées parce que je vais être capable, pratiquement en temps réel, de vous donner des informations sur le produit, sur la santé de votre installation électrique, sur ce qui est en train de se passer, essayer de réduire en plus les notions qui sont critiques pour les industriels, c'est-à-dire les notions de downtime. Et c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie, point numéro 3, sur lequel on a énormément travaillé. Et ensuite, vous aviez la notion de, aujourd'hui, comment est-ce que je me compare quand je suis un site par rapport à la plupart des sociétés aujourd'hui nous demandent d'avoir des systèmes complètement intégrés, parce que quand on veut faire le reporting CO2, qu'on s'appelle Hilton par exemple, je veux être capable à la fois de comparer la performance énergétique du Hilton de Prague avec le Hilton de New York, mais je veux surtout être capable de pouvoir consolider mon bilan carbone et d'expliciter à l'ensemble de mes clients aussi une notion de confort qui soit associée à tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve. Donc aujourd'hui, bon, on a quelques éléments parce que souvent j'aime bien montrer des chiffres en disant, bah, aujourd'hui sur un client qui était il monté, on a gagné 20%, si vous voulez, sur l'efficacité de la production. Donc ça veut dire aussi diminuer la production énergétique. Du point final jusqu'au cloud, c'est aussi tout ce qu'on a réussi à faire avec les produits historiques de Schneider que vous pouvez retrouver et l'ensemble de la partie, ce qu'on appelle écostructure. Donc, c'est 15% d'OPEX. Alors, vous avez cette différence CAPEX-OPEX. Donc, en coût d'opération, on a gagné 15%. On a augmenté le niveau de confort, on a augmenté le niveau de sécurité à l'intérieur. Et donc, grâce à ça, dans un bâtiment, le gros avantage, c'est qu'on a réussi à avoir un certain nombre d'awards qui ne sont pas comme on pouvait le voir jusqu'à présent, des awards qu'on donnait a priori en disant oui, alors vous allez acheter un bâtiment qui va être ranké A+, sur l'échelle du machin, etc. C'est plus quelque chose dans lequel on a opéré. Et une fois qu'on a opéré, on se rend compte qu'en fait, on est capable d'avoir ces awards et de les garder surtout, c'est ça qui est le plus important. Alors, vous voyez ici un nom qui commence à apparaître, qui s'appelle Aveva. Alors, il se trouve que Aveva, c'est en fait, alors je vais vous expliquer un peu le fond de la stratégie, c'est-à-dire qu'Aveva, c'est une société de loi anglaise qu'on a achetée il y a maintenant 3 ans. Alors, on a acheté un certain nombre de sociétés parce qu'il se trouve qu'on est une société qui a un bon profit après opération, donc ça nous permet aussi de faire des acquisitions. Et il y a eu des crises qui sont passées par là, donc ça pouvait être intéressant. Et surtout parce que c'était des éléments stratégiques qui étaient pour nous absolument essentiels. Donc Aveva, c'est une société de loi anglaise, et en fait, on a consolidé une grande partie de nos activités software dans cette société qui s'appelle Aveva, parce que on est agnostique au niveau des produits sur lesquels on vient opérer. C'est-à-dire que lorsqu'on opérait ces activités software, notamment quand on avait racheté une V6 qui était le numéro 1 avec un software qui s'appelait Wonderware qui venait connecter tous les automates de ce monde, quand on a acheté cette société, le fait d'avoir le brand name Schneider Electric, alors c'était Invensys by Schneider Electric, un certain nombre de gens comme Rockwell Automation, Siemens, ABB, enfin des gens qui font ce genre de choses et ce genre d'automatisme, ont commencé à dire oh là là, mais ça devient suspect, qu'est-ce qui va se passer avec vos données, vous êtes sûr que les gens de chez Schneider ne vont pas vous les piquer, etc. C'était de bonne guerre, mais donc on a préféré externaliser cet ensemble pour le mettre à l'extérieur dans une société qui s'appelle Aveva où on consolide tout ça. L'année dernière, on a acheté une société allemande qui s'appelle RIP Software, qui nous permet d'avoir, donc vous avez des exemples ici, qui est le management du coût et l'intégration complète du modèle 3D d'un bâtiment, par exemple, à l'intérieur d'un design. Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet, d'avoir des modèles de simulation du bâtiment qu'on a raffinés, puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait à peu près 50% d'écart entre le modèle et la réalité, donc c'est quand même beaucoup. Donc on a racheté cette société qui s'appelle RIB parce que ça nous permettait d'avoir une influence sur la capacité qu'on avait aujourd'hui à rentrer très tôt dans les flux décisionnaires et être capable de fournir de la valeur à nos clients. On a racheté une autre société qui s'appelle OSI Soft, qui était un des leaders sur ce qu'on appelle les historiens, c'est-à-dire la façon dont on collecte les données, on est capable d'en avoir le display et l'intelligence qui est associée à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez Schneider,
Vous avez à gauche, ici, dans le flow, une société qui s'appelle Alpi, une société qui s'appelle Etap, IGEXAO, qui est une société qui est basée à Toulouse, RIB Software, basée en Allemagne, Planon, qui fait partie de la planification lorsqu'on design un bâtiment, donc toutes les interfaces et tous les documents qui doivent passer entre l'architecte, les contracteurs, etc., les gens qui vont faire toute la partie mécanique, toute la partie ingénierie, toute la partie qui va être le ciment, les maçons, etc. Tout ça, c'est géré à l'intérieur de manière unique. Et ensuite, vous avez la partie AV20 qui va faire le lien avec tout ce qui se passe depuis les produits. Et ce fameux flow dont je vous ai parlé, le design, build, operate and maintain, bah en fait, toutes ces acquisitions de software nous permettent aujourd'hui de faire un revenu autour de 2,6 milliards d'euros en pure software player, mais surtout, lorsque les gens utilisent cette chaîne avec l'interdépendance qui est gérée complètement par l'ensemble de ces outils, ça permet d'avoir instantanément la partie droite, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle ces fameux advisors qui nativement ont des standards d'opération qui nous permettent de gérer l'ensemble des données qui vont venir d'une usine, qui vont venir d'un bâtiment, d'une maison, d'un hôpital, d'un data center, etc. Donc vous avez une efficacité absolument colossale qui est liée à ça et qui permet d'avoir un process qui est super bien automatisé très rapidement et de manière extrêmement efficace. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc le Schneider qui vend du produit est toujours là et on vend toujours des produits de haute sécurité, de haute sûreté dans les bâtiments. Donc vous pouvez continuer à mettre les doigts dans la prise et ça va bien se passer. Je ne vous recommande pas de le faire, mais néanmoins vous pouvez le faire. Mais surtout, on est capable de donner des données qui vont avoir du sens avec un contexte et qui vont être associées à ça durant tout le cycle de vie de l'opération d'un bâtiment. Et on sait qu'aujourd'hui, les bâtiments, ils changent d'opérateur, ils changent de locataire, ils changent d'un tas de choses. Et donc, ça permet, enfin, on voit, par exemple, quand on a déployé tout ça dans un hôpital, comme si vous êtes passé par San Francisco et si vous avez vu le dernier terminal qui a été fait à San Francisco, alors pas récemment parce que ce n'était pas possible, mais il y a 3 ans, avant, il y avait 12 personnes qui s'occupaient de la maintenance électrique dans l'hôpital de San Francisco. Aujourd'hui, il y en a plus de 2. Ils ont gagné une efficacité opérationnelle absolument monstrueuse. Et en plus, ce qui se passait avant, c'est qu'ils ouvraient la porte de l'armoire électrique et dedans, il était censé y avoir une petite feuille dans laquelle il y avait le schéma électrique. Donc la petite feuille, inutile de vous dire qu'au bout de 2 ans, soit elle était illisible, soit elle était perdue, elle s'était envolée. Et puis de toute façon, les informations qui étaient dessus n'étaient plus à jour parce que le gars était venu, avait mis de disjoncteurs supplémentaires, avait changé les prises, avait fait ci, avait fait ça. Donc ce qu'on ramène à l'intérieur, c'est cette partie numérique pour dire, je peux assigner une tâche à un opérateur qui va aller devant le tableau électrique, il va l'ouvrir, il sait exactement ce qu'il a à faire, il prend la photo à la fin pour dire, voilà, j'ai fini ma tâche, pouf, ça y est, ça passe vert dans le planning. Et tout ça, c'est de l'efficacité opérationnelle pour nos clients, et ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Donc, bon, je vais pas vous descendre tout ça à un moment donné. Effectivement, bon, vous avez des gens comme Nokia, tout un tas de gens aussi pour la partie télécom dans lesquels on a consolidé un certain nombre de sites dans des géographies multiples. On a McDonald's, on a tout un tas de gens comme ça. On a une expertise des domaines qui est quand même assez intéressante. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui les plus grandes sociétés qui font du pétrole et du gaz sont avec nous, donc les 20 plus gros. 9 des 10 plus grands de la partie, tout ce qui est du domaine de la mine, ce qu'on appelle le food and beverage, donc tous les gens qui font aujourd'hui de l'alimentaire sont avec nous. Plus de 40 000 installations dans 150 pays par rapport à toute la gestion de l'eau. Plus d'1 million de bâtiments. Incluant 3 des top 5 de toutes les chaînes d'hôtels, 40% des hôpitaux mondiaux. Donc une petite anecdote, quand il a fallu bâtir l'hôpital de Wuhan en l'espace de 3 semaines en Chine, en fait, on a fait toute l'infrastructure électrique de l'hôpital. On a démonté des trucs à droite, à gauche, machin truc, etc., qu'on a shippé, on a mis dans des avions et co. Mais toute l'infrastructure de l'hôpital de Wuhan, en 3 semaines, pour un hôpital de cette taille-là, eh ben, ça marchait. Et aujourd'hui, on a une énorme expérience dans les hôpitaux et on essaye de continuer à faire ça parce que ça sauve des vies et ça contribue aussi à tout ça. Donc, bon, je vais pas vous faire la totale, mais vous voyez, c'est vraiment des éléments qui deviennent absolument essentiels à l'intérieur. D'autre part, il y a une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que on a une vision du business qui est on ne veut pas être les seuls à gagner de l'argent et on sait dès le jour numéro 1 qu'on ne sera pas les seuls à gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on veut au contraire essayer de renforcer. Par exemple, on a fait des apps comme pour
les électriciens qui s'appelle My Electrician. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette app ou vous avez eu un électricien chez vous. Ça permet à un électricien de dire avec son téléphone mobile, il vient chez vous, il prend une photo du tableau et il fait le devis directement en ligne. Donc, il a déjà rentré un certain nombre de données à l'intérieur. Vous lui dites, bah, tiens, j'avais un garage, mais je voudrais le transformer dans une chambre parce que j'ai un nouvel enfant qui va bien arriver bientôt. Donc, mon garage, bah, j'ai besoin de mètres carrés. Hop, je vais en faire une petite chambre. Très bien. Donc, lui, il dit, ben voilà, je vais rajouter l'éclairage, l'alimentation, etc. Le nombre de mètres de câbles, le nombre de prises, le nombre d'interrupteurs, le nombre de disjoncteurs. Pouf, ça lui génère le devis automatiquement. Et même avant qu'il ait passé la porte, si vous lui avez donné votre adresse mail, vous avez déjà le devis dans la boîte. Alors, si vous avez déjà utilisé un électricien dans votre vie, je pense que vous voyez un peu ce que ça change. Si vous ne l'avez pas appelé 15 fois, il ne vous a pas renvoyé le devis, c'était pas juste, il ne se rappelait plus, il a confondu Madame Michel avec Madame Machin. Enfin bon, voilà, c'est exactement ce qu'on veut éviter pour leur ramener plus de valeur et pour leur ramener des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes pour eux aussi. Donc, on a une plateforme qu'on appelle Schneider Electric Exchange, dans laquelle on a énormément de partenaires donc aujourd'hui qui sont venus dans cet environnement. Vous voyez plus de 650 000 partenaires et des gens qui fournissent du service qui sont venus s'intégrer dans cette plateforme software de Exchange et dans laquelle c'est une bourse à l'échange pour être capable aussi de trouver des partenariats, des briques techno, des gens qui font ci, qui font ça, etc. Et venir dans cet environnement pour amener de la valeur et être un vecteur d'addition de valeur pour l'ensemble de ces partenaires. C'est vraiment un motto qui est essentiel pour nous parce qu'on a une approche éthique du business et que pour nous, le partenariat, c'est aussi l'essence même de l'entreprise. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la compétition, cette compétition doit être fair, mais c'est véritablement comme ça qu'on le voit. Ensuite, bah, on est une boîte qu'on appelle à un moment donné, on s'est appelé Glocal, on a cherché un petit peu ce qui était vraiment le wording qui était associé à ça. Mais vous voyez, entre l'Europe, la Chine, l'Inde et les US, à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle des hubs, vous avez de la R&D, des produits, de la supply chain, des sales, des fournisseurs. Alors, la supply chain, ça a été compliqué parfois à cause du Covid. C'est toujours compliqué parce que vous voyez bien qu'il y a une pénurie de composants, de matières premières, etc. Aujourd'hui, il y a la vague de froid sur le sud des États-Unis qui n'a pas aidé, sur un certain nombre d'usines aussi, qui n'a pas vraiment été un bénéfice. Un cargo qui s'est coincé dans le canal de Suez. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, en ce moment, en 2021, c'est assez compliqué justement de retrouver tout ça et de retrouver un niveau de fourniture suffisant. Et il y a beaucoup d'industries qui redémarrent. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour diminuer son bilan carbone, il faut être capable d'avoir un écosystème qui se construit localement. Et ça fait partie des choses qui sont pour nous les plus importantes à l'intérieur. Donc c'est vraiment aussi ce que je voulais vous expliquer ici. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé et qu'on continue beaucoup de travailler avec ST. Un, parce que c'est un de nos fournisseurs majeurs de composants électroniques, de microprocesseurs, et qu'on design beaucoup de produits en utilisant leurs produits. Donc probablement pas assez, mais Thierry complétera là-dessus. On les aide à avoir le bon mode de calcul pour leur bilan carbone. Et dans la nouvelle usine de Crolles, on va essayer de développer aussi ce partenariat pour, à travers justement l'ensemble des briques de software qu'on va pouvoir leur amener, l'ensemble des services et la supervision, pour avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de leurs unités de production et essayer de diminuer autant que faire se peut l'ensemble de leur consommation énergétique, avoir des éléments en termes de kilowattheure par millimètre ou par centimètre carré de silicium, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour eux, mais qui sont aussi extrêmement confidentielles, parce que quand vous combattez comme ST avec des gens qui sont basés aux US, à Taïwan, etc., ces informations doivent être super sécurisées. Et c'est aussi ce qu'on a appris à travers le temps, à sécuriser l'ensemble de ces infrastructures pour être capable d'amener un service d'un niveau excellent qui permette aux partenaires justement d'être plus efficaces, d'utiliser moins de ressources et donc à la fin d'avoir un meilleur succès sur le marché. Et c'est absolument tout ce qu'on souhaite aux gens de ST et on leur souhaite le mieux, en tout cas dans cet environnement, pour être capable de se développer autant sur la partie R&D que sur la partie fabrication. Donc voilà, donc j'en ai fini de mon propos. J'avais juste un slide, il me semble, que je voulais vous montrer à la fin, voilà, qui était celui-là. Donc ça, c'est mon chef, c'est Jean-Pascal Tricoire. Vous voyez, c'est le Data Economy qu'il l'a appelé dans un numéro de novembre 2019, le Climate Guardian. Donc je pense que véritablement en avance de phase. Et si vous écoutez un petit peu les speeches, notamment à Davos de Jean-Pascal Tricoire avec les questions d'un certain nombre de journalistes sur l'économie verte et est-ce que les gens voulaient investir dans des sociétés qui finalement avaient un impact comme nous sur la partie environnementale,
Ça, c'était en 2019. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, il y a beaucoup moins de gens qui se posent cette question. Et en tout cas, si je regarde le cours de la bourse de Schneider aujourd'hui, on a pratiquement le taux de croissance d'une start-up, hein. Bien sûr, on a été plombé par la crise, on est tombé à 60 euros. Aujourd'hui, on doit tourner autour de 130. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, bah, si vous aviez investi dans Uber ou dans Amazon il y a quelques années, vous seriez beaucoup plus riche. Si vous aviez investi dans Schneider il y a 6 mois, vous seriez aussi beaucoup plus riche, 2 fois plus riche. Donc, ça fait aussi partie des choses qui sont super importantes. Alors, on est un peu caché, on est une boîte qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc, nous, on ne fait pas d'ascenseur, on ne fait pas de télé, on ne fait pas de trucs comme ça. Mais on est à peu près partout dans tout ce que vous utilisez tous les jours, que ce soit un bâtiment, une plateforme pétrolière, un data center, une usine, même chez vous. Je veux dire, si vous ouvrez votre tableau électrique, je pense que vous allez trouver des produits à nous. En tout cas, je vous le souhaite, notamment si vous avez une piscine, parce que j'ai remarqué dernièrement que les installateurs de piscine mettaient beaucoup de trucs qui venaient de Chine. Et honnêtement, j'ai pas une très très grande confiance pour les avoir passés dans le labo ici. Je peux vous montrer les vidéos d'un disjoncteur de chez Chint. On ne peut pas vraiment dire qu'il a été grandiose quand on a mis un court-circuit. Donc, si vous imaginez avec une piscine quand vous avez les pieds dans l'eau, honnêtement, moi, je préfère mettre autre chose parce qu'en termes de qualité, vous êtes sûr que vous en sortirez vivant. Et pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc, on a aussi développé tout un tas de techno à base de processeurs ST pour regarder justement, être capable de détecter des arcs électriques, parce qu'il faut savoir que c'est 65 000 feux par an à peu près en France. Et on arrive à passer 65 000 à pratiquement zéro avec des installations de détection d'arc. C'est assez compliqué en termes de computing. Il n'y a que 3 ou 4 boîtes dans le monde qui arrivent à le faire. Mais c'est vraiment la clé aujourd'hui de la compétitivité et aussi d'investir massivement dans la R&D. Et on pense qu'à Grenoble, dans cet écosystème, il y a vraiment la capacité de faire des choses qui sont extrêmement intelligentes et vraiment leading edge. Voilà, donc Thierry, si tu as des choses à rajouter, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Bah, écoute, parce que je ne sais pas si ma caméra fonctionne. Si, on le voit. Bah, écoute, je confirme effectivement tout ce que tu as dit. Juste pour dire que chez ST, la dimension environnementale et la dimension sustainability en général est très importante. Peut-être Thierry, peut-être oui. Tu peux juste te présenter, Thierry, en deux minutes, quoi. Donc, Thierry Fench, donc moi je suis directeur innovation collaboration du site de Grenoble de ST. ST, on est 6 000 employés dans le bassin, on est premier employeur privé, donc plus de 4 000 personnes sur le site de Crolles, qui est un site majeur de production de la société. Et d'autre part, et moi je travaille sur le site de la Presqu'île, où on est 2000, et en particulier, on va faire tout ce qui est développement de produits et industrialisation des produits qui sont ensuite transférés dans nos sites de back-end en Méditerranée du Sud ou en Asie, sachant que la plupart de nos infrastructures de production sont en Europe. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, très bien. Très bien. Donc, c'était pour dire que justement, cet aspect, effectivement, respect de l'environnement et sustainabilité en général, c'est un message très, très fort pour nous. D'ailleurs, chaque employé a dans ses objectifs personnels sa propre contribution à ce domaine-là. Il est de notoriété publique qu'on va travailler avec Schneider. On travaille actuellement justement pour encore s'améliorer. On a un objectif de neutralité carbone en 2027. Donc, vous avez 2025 chez Schneider, nous c'est 2027. Bon, la date, elle n'est pas innocente. La date, ce sera le 40e anniversaire de ST, puisque ST a été effectivement fondé en 1987. Et donc, voilà, pour les 40 ans, l'idée, c'est d'être carbone neutral. C'est un véritable challenge, puisque nous, on a une industrie de transformation au niveau du semi-conducteur, et ça veut dire qu'on est très consommateur d'énergie. Une usine comme le site de Crolles, c'est l'équivalent d'une ville moyenne en consommation totale. Donc, décarboner l'ensemble de ce dispositif, c'est un gros projet. Voilà. Ok, merci beaucoup Thierry. Donc après, si vous avez des questions, que ce soit dans le chat ou en direct. N'hésitez pas effectivement à poser quelques questions, peut-être en live d'abord. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors moi, je vais démarrer, j'en ai une pour Nicolas. Quelle est ta voiture de fonction, Nicolas? Alors ma voiture de fonction, c'est une Golf hybride.
D'accord. Figure-toi, qui est en charge là en ce moment devant les bureaux, là. Bon, ça va alors. Mais voilà, mais donc voilà, mon bilan carbone est à peu près correct. Donc quand je vais en voiture, bon, en moto un petit peu moins, mais bon, c'est vrai que dans l'agglomération grenobloise, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait mieux faire en termes de consommation énergétique. Ouais. J'ai une question là sur le slide où On t'entend pas bien, on Bertrand. voit Alors, l'Asie. On m'entend pas bien? Vas-y, c'est mieux. recommence, on Ouais. t'a pas bien entendu. Oui, je disais que sur le slide où on voit un petit peu le positionnement Asie, États-Unis et, j'allais dire, Europe, France, hein, tu n'as pas beaucoup développé votre positionnement Europe. C'est quoi au niveau Schneider aujourd'hui? C'est vraiment français ou c'est... Alors aujourd'hui, on est 18 000 employés en France, Ouais. sur les 138 000 de Schneider. On est 18 000 en France, hein, sachant que ça représente 3% de notre chiffre d'affaires, mais ça représente pratiquement enfin, un peu plus de 10, c'est 15% des effectifs. On a une grosse présence en Allemagne. Mhm. En Allemagne, on a une grosse présence qui est plutôt liée à la partie qui est automatisation. Ensuite, on est très présent en Espagne. On a pas mal d'usines en Espagne. On a de la R&D en Espagne. On a l'Italie. On a pas mal de choses en Pologne. On en a un peu en Angleterre. Bon, bien sûr, on a une grosse partie de nos activités software en Angleterre, mais aujourd'hui, oui, il y a énorme. Alors, il y a des choses qui sont locales. Alors, il y a des choses qui sont locales pour des problématiques de, alors, de cybersécurité, c'est-à-dire que il y a la cybersécurité, ce qu'on appelle la réglementation générale sur la protection des données aussi. Donc, les choses qu'on fait pour la Chine, il y a des produits qui sont vendus uniquement en Chine. D'accord. On a même une joint venture qui s'appelle Delishi en Chine sur laquelle on a des produits qui sont designés uniquement pour la Chine, c'est-à-dire du local, ce qu'on appelle China for China. On a bien sûr des produits qui sont designés en Chine pour le monde entier, mais qui sont produits dans un certain nombre d'autres usines, hein. Ça peut être construit au Fontanil ou à Moiran. On a des usines ici ou à Mastertech qui est plus à côté de Chambéry. On a des usines à Angoulême. On a une usine Industrie 4.0 qui s'appelle le Vaudreuil là, en Normandie. Donc on a pas mal de choses autour de ça. Mais pour nous, c'est un des hubs les plus importants dans lequel on a des compétences qui sont cœur et qui sont clés. Et c'est vrai que c'est essentiel. Ensuite, on a la partie US sur laquelle on a notamment des normes qui ne sont pas toujours les mêmes, parce que c'est les normes US sur la partie US, les normes CE, les normes IEC. Donc on a des choses qui peuvent être un peu différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une très très forte présence. Enfin, plus du tiers des salariés de Schneider Electric sont en Europe. Donc ça donne quand même une idée du footprint. Après, on a l'Inde qui devient aussi un marché qui est essentiel pour nous. On a eu une acquisition l'année dernière qui s'appelle Larsen & Toubro, qui était le numéro 2 du marché indien. Donc entre Larsen & Toubro et nous, je crois qu'on est à plus de 70% de part de marché sur la partie Inde, sur 1,3 milliard de personnes. C'est aussi un élément qui est essentiel pour nous, et c'est un pays qui est en plein développement. Alors en ce moment, bon, voilà, on peut en discuter, malheureusement pour eux, enfin, on a lancé des actions pour essayer de les aider parce que c'est vraiment très très dur la façon dont, enfin, ce qui leur arrive en ce moment avec le Covid. Mais c'est une acquisition qui est majeure pour nous et qui est essentielle. C'est-à-dire que ces hubs ont à la fois des roadmaps locales, India for India, parce que c'est pas forcément les mêmes produits, ce qu'on a en Inde n'est pas forcément les choses que ce qu'on a en Chine, c'est pas les mêmes niveaux de prix, de prix, etc. Mais on a des offres qui sont aussi globales, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont designées en Inde pour le monde entier, il y a des choses qui sont designées aux US pour les US, en Europe pour l'Europe, etc. Et puis, il y a des réglementations qui sont très différentes. Par exemple, l'Europe du Nord n'a pas les mêmes standards de connexion et de connectivité dans les parties produits que l'Europe du Sud. Ce n'est pas les mêmes standards. Bon, les États-Unis, c'est 60 Hz, ici, c'est 50 Hz. On n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas les mêmes problématiques non plus. Donc, voilà. Ça justifie le local, en fait. Ouais, c'est voilà, sûr. Déjà. ça justifie complètement le local. Ouais. Et le fait qu'on soit aussi proche de nos clients et intégré en disant on a aussi de la supply chain, on a de la fabrication, on a de la R&D, etc. C'est pour nous super important, quoi. D'accord. Et dans l'Amérique du Sud, Afrique, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un marché qui se développe pour vous ou c'est plutôt stagnant? C'est comment? Alors, oui, Amérique du Sud, ça se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup, notamment Brésil. Enfin, Brésil, c'est un gros vecteur. On a un gros centre de R&D à Monterrey, au Mexique. Donc, ça qui est vraiment très gros aussi pour nous, avec des usines de fabrication qui sont juste à côté.
Donc pour nous, oui, l'Amérique du Sud, ça se développe aussi, même si ça reste encore émergent. Mais ça fait aussi partie des centres qui sont. C'est vrai que chez nous, voilà, le matin, c'est plutôt la Chine et l'Inde, le soir, c'est Bien plutôt le sûr. Mexique et les US, mais il y a une connexion qui est essentielle et qui est globale. Ouais, Il y a une question sur le chat. ouais, j'ai vu, ouais. Ok, merci. Gérard, monsieur Gérard Mas. De ST. De ST, ouais. Enfin, je ne sais pas s'il est, il est encore chez ST ou enfin, en tout cas, quand j'étais chez ST, il était chez ST. Donc, vous avez des filiales qui développent du software et Schneider du hardware, si j'ai bien compris, donc qui s'occupent de la maintenance et l'intégration du système. Alors, en fait, nous, on développe, alors chez Schneider, on développe à la fois du software et du hardware, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment dans les design flows et aussi dans toute la partie connexion et interconnexion avec des produits dont on sait pertinemment qu'il y a du Schneider, il y a du Legrand, il y a du Hager, il y a du Siemens, il y a du ABB, il y a du Rockwell Automation, enfin il y a à peu près tout ce qu'on veut, du Eaton & Co. Donc c'était la notion de l'indépendance. Ensuite, l'intégration des systèmes, nous on en fait une bonne partie chez nous, c'est-à-dire qu'on essaye de tester au mieux les architectures des clients en disant, bah voilà, on prend les architectures et puis on vient les tester en faisant de l'intégration, vérification et validation complète, du design flow complet, en regardant aussi ce qu'on appelle de plus en plus les expériences clients pour être capable de les intégrer. Ensuite, la maintenance, bah oui, c'est nous aussi souvent qui le faisons, c'est-à-dire qu'on vend avec la partie installation, on vend des contrats de maintenance qui sont associés à ça. Mais il y a aussi énormément de partenaires, enfin je pense à des gens dans le domaine de l'automatisme, des Spitrindel, des gens comme Atos, etc. Tous ces gens-là sont aussi des gens qui sont dans cet écosystème et qui amènent de la valeur, que ce soit sur l'intégration du système, que ce soit sur la maintenance, des gens comme Engie aussi qui viennent proposer des services, par exemple en facility management sur les bâtiments. C'est quelque chose qui est assez courant, donc il y a vraiment cette notion d'écosystème à développer dans lequel on pense que de toute façon, Schneider ne fera jamais tout et doit s'appuyer sur un écosystème. Et au plus cet écosystème est développé, au plus on est intelligent. La grande question après, c'est comment est-ce qu'on est capable de récupérer l'ensemble de ce qui nourrit notre roadmap ou notre backlog, puisqu'on travaille beaucoup aussi en agile, notre backlog associé à notre capacité à développer le nouveau produit. J'aurais une autre question. Je pense qu'il y a 20 ans, une présentation comme la tienne, on aurait eu au moins EDF moins 3-4 fois dans le texte. J'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est aujourd'hui un client qui n'est plus géré en ligne avec vous, ou comment ça se passe avec le grand français? Ouais. Alors, le grand français, disons, stratégiquement, on a déjà une divergence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est de donner du pouvoir à l'utilisateur. Donc, Linky, c'est un point d'entrée dans le tableau électrique, on va dire quelque part. Mais aujourd'hui, le seul bénéfice que je trouve à Linky, c'est le fait de ne pas avoir quelqu'un qui va venir chez moi et frapper à la porte pour relever mon compteur. Mais en termes de services, je n'ai pas beaucoup de services qui sont associés à ça. Donc nous, on a une offre qui s'installe dans le tableau qui s'appelle Wiser Energy, dans lequel on donne du pouvoir à l'utilisateur. C'est-à-dire vous pouvez gérer la température, vous pouvez gérer la consommation, les alarmes, l'automatisation, un certain nombre de choses dans lesquelles on amène de la valeur au client. EDF est toujours un client, bien sûr, puisqu'on fournit toujours une grosse partie de l'infrastructure moyenne tension à EDF. On fournit une grosse partie aussi de tout ce qui rentre dans les centrales nucléaires, etc. Ceci dit, voilà, la France, c'est 3% de notre chiffre d'affaires, donc 97% est fait ailleurs, et on ne fait pas 3% du chiffre d'affaires avec EDF. Donc ça reste un de nos clients majeurs, et c'est pour nous, on a un key account avec EDF, et on s'entend très très bien avec eux. Maintenant, la grande question est, quand on veut parler aussi de microgrid, d'écosystèmes résilients, etc., il y a une équation économique, il y a une équation éthique qui est associée à ça. Et c'est vrai que l'ensemble de la complexité de l'équation et des usages qui y sont associés, c'est vraiment comme ça que nous, on voit la capacité à donner du pouvoir à l'utilisateur, qui n'est pas forcément un consommateur chez nous, quoi. C'est un consommateur EDF ou chez quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, la dérégulation du marché de l'énergie étant aussi passée par là, le contrôle du point final chez l'utilisateur devient un enjeu.
On est toujours très, très copains et on travaille énormément ensemble. Enfin, d'ailleurs, avec Gilles Feuillade, on est dans la Fondation Grenoble INP ensemble et je pense qu'on a plein de points communs et on essaye de faire plein de choses intelligentes ensemble. Et EDF est toujours un des clients majeurs pour la France. Et pour élargir, ça veut dire que, en fin de compte, vos clients, Alors, ça a disparu là. c'est plutôt les électriciens plutôt que les fournisseurs d'électricité? C'est les deux, mais à un moment donné, on essaye justement de fournir de la valeur ajoutée à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui se développent le plus sont pas forcément ce qu'on appelle, nous, les utilities de ce monde, qui ont une capacité aussi avec des investissements qui ont été réalisés, qui étaient relativement lourds. La sortie du monde du charbon, les centrales à charbon, etc., qui leur coûtent assez cher, l'installation de parcs photovoltaïques, éoliens, etc. Donc leur capacité d'investissement, hein, ce qu'on appelle le CAPEX chez nous, est relativement faible. Ouais. Donc on essaye de transformer ce CAPEX en OPEX pour les rendre plus accessibles justement pour ces clients-là. Et pour nous, c'est essentiel. Mais on essaye de faire la même chose aussi vis-à-vis du client final. Et à la fin, se dire, voilà, quand on fait gagner 30%, enfin, je veux dire, d'énergie, c'est-à-dire qu'on consomme 30% de moins d'énergie chez un client, on essaye de ne pas trop avoir d'impact sur la rentabilité d'EDF non plus. Mais si on fait ça et qu'on le fait au bon moment, on arrive aussi à permettre à EDF à passer des moments où il y a une espèce de saturation du réseau, où on arrive à avoir des pics de charge, etc. Et par l'automatisation et le fait qu'on manage de l'énergie, on a aussi une boîte d'Ange Ténère qui s'appelle Energy Pool, qui sort en gros en l'espace de 1h30 à 2 heures, qui peut sortir l'équivalent d'une ville comme Lyon du réseau électrique, juste par de l'automatisation, du mix énergétique. Effacement. Voilà, et ça fait partie des choses qui sont super importantes. Ensuite, j'ai une autre question sur le chat qui était: la Chine se découple en développant ses propres standards. Voyez-vous un impact sur vos développements? Alors oui, bien sûr, la Chine a tendance à avoir une volonté d'indépendance, alors à la fois sur la partie données, c'est-à-dire, bon, il est évident que quand on va en Chine aujourd'hui, on n'y va pas avec une offre Amazon ou Microsoft, parce que ce ne serait pas du tout crédible, hein, donc on n'y va pas avec AWS ou quoi que ce soit, on y va avec Ali Cloud ou avec Huawei. Donc ça, c'est juste une évidence. Donc déjà, pour nous, ça change la donne par rapport à ce qu'on est capable de faire. Les applications majeures utilisées en Chine, c'est essentiellement une application qui s'appelle WeChat. Donc on intègre tout un tas de services à l'intérieur de WeChat. Donc ça, c'est fait en langue chinoise par des Chinois pour des Chinois. Donc il y a très peu de valeur ajoutée à le faire à l'extérieur de toute façon. Et ensuite, on a pas mal de nos produits qui sont utilisés aujourd'hui en Chine, même s'ils sont designés, peuvent être designés en France ou parfois même aux États-Unis, même si ce n'est pas les mêmes standards. Ensuite, ce qui importe, c'est le fait qu'ils puissent être fabriqués dans plusieurs pays du monde, ce qui est en général le cas pour nous, et ils peuvent sortir d'une usine chinoise alors qu'ils ont été designés ailleurs. Ensuite, bien sûr, il y a les standards de cybersécurité, il y a des standards de sécurité, il y a les standards de la fameuse souveraineté des données qu'on doit garantir totalement à l'intérieur des pays. Mais enfin, j'ai à peu près la même problématique sur la partie US que sur la partie Chine. Mais c'est vrai que ça nous amène à utiliser des choses qui peuvent être un petit peu différentes en termes de développement, parce qu'on en a besoin pour être crédible sur la partie chinoise. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a une. Alors, quels sont les leviers de croissance, le marché pour Schneider Electric sur le hub EMEA, compte tenu que beaucoup de développements de produits sont aujourd'hui directement transférés dans vos hubs US et Asia? La transformation numérique autour des clouds, etc., a-t-elle un avenir R&D en France? Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a pas que des transferts, il y a des transferts parfois. Néanmoins, il y a des produits qui sont... alors, vers les US, on n'a pas beaucoup de transferts d'Europe vers US. On a eu quelques transferts Europe vers Asie. Mais il y a des transformations à mener, ça c'est juste une évidence. Après, sur les leviers de croissance, ce qui se passe aujourd'hui autour du véhicule électrique, donc on est aussi positionné sur les bornes de recharge électrique, qui est un marché en très forte croissance aujourd'hui. Alors en très forte croissance, sans trop savoir quel sera le business model ou l'impact sur le réseau par ailleurs. Donc c'est assez étonnant parce que
enfin, des gens comme EDF devraient s'en soucier aussi un petit peu plus, où on voit des acteurs, par exemple, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a un acteur du parking, un gros acteur français du parking, qui voulait installer une vingtaine de bornes dans son parking et qui dit voilà, bah, je voudrais installer 20 bornes ici, ok, c'est combien? Bah, voilà, c'est tant la borne, etc. Ok, bon, pas de problème. Donc, quand est-ce qu'on peut installer ça? Bah oui, mais votre abonnement électrique, la fourniture, vous avez un câble de quelle taille, etc. Et le mec il dit, ah, mais je comprends pas, c'est quoi le problème, quoi? Bah, le problème, c'est que voilà, si vous mettez 10 bornes à 22 kilowatts, à un moment donné, que vous avez 10 voitures qui viennent se charger au même moment, bah, vous faites 10 fois 22, ça fait 220 kWh. Aujourd'hui, vous n'avez probablement pas la capacité à le faire. Ah mince. Et d'autre part, comment vous allez faire payer ça? Bah, je vais le faire payer. Bah oui, bah, faudra le payer avec le ticket. Ah ouais, bah alors avec le ticket. Ah bah non, mais le ticket, ça marche pas. Et puis qu'est-ce qui se passe si? Et puis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce d'immaturité qui peut être digitale comme au niveau du business model, qui est liée à tout cet environnement autour de la voiture électrique. Et enfin, moi, je peux vous dire à Grenoble, aujourd'hui, quand je suis dans le Voironnais, c'est e-born. À Grenoble, c'est un autre machin. Quand c'est la métro, c'est encore un autre truc. Et les communautés communes du Grésivaudan en ont pris un quatrième. Donc, j'ai besoin de 4 abonnements pour aller me charger aux 4 coins de Grenoble. Donc, si on commence comme ça dans l'expérience client, forcément, ça devient une problématique assez rapidement. Et donc, le véhicule électrique, c'est vraiment un vecteur de croissance. Le fait de plus en plus d'avoir aussi un certain nombre de localisation, de stockage d'énergie locale. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui veulent charger des batteries en heure creuse pour réutiliser leur énergie pendant la journée. Il y a tout le mix énergétique, il y a le fait d'avoir des panneaux solaires sur le toit, ou ce qu'on ne vous dit pas, bah, c'est que s'il y a du panneau solaire sur le toit, les pompiers ne vont pas vouloir intervenir parce que typiquement, c'est extrêmement dangereux. Vous pouvez avoir jusqu'à plusieurs centaines de volts aux bornes, donc ils n'ont pas envie de s'électrocuter souvent. Donc il y a toute une notion de safety autour de ça qui nous amène à retravailler dans le tableau électrique, qui est un petit peu notre, enfin, comme disent les Américains, notre pain et notre beurre du jour, sur lequel on espère qu'il y aura des rénovations qui seront assez massives dans cet environnement. Ensuite, le fait de mettre de l'intelligence dans les tableaux électriques, de déployer des solutions Wiser dans le résidentiel, ben, ça fait partie des choses qui sont super intéressantes. Mais il faut que ce soit déployé par des gens qui sachent le faire. Les électriciens aujourd'hui ont pratiquement 55 ans de moyenne d'âge en France. Donc les gens qui ont 55 ans pour déployer des systèmes de courant faible, d'automatisation, est-ce qu'ils sauront le faire, est-ce qu'ils ne sauront pas le faire? Mais à la fois, c'est un formidable enjeu parce que ça peut être un vecteur phénoménal d'employabilité de demain pour des gens qui vont être capables de déployer et d'opérer ces systèmes. Il y avait le fameux métier de ce qu'on appelle les facility managers, c'est-à-dire les gens qui vont opérer des bâtiments. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier dans lequel il y a plein de choses à faire. Donc, c'est aussi une espérance dans le fait qu'il y a plein de métiers qui, liés à cette technologie, à cette énergie décarbonée, à cette électricité, à ces innovations dans les tableaux électriques, à plus de protection, plus de sûreté et de sécurité dans les tableaux électriques, va être amené à se redéfinir, à se réinventer. Et donc, ça va être tout un tas de nouveaux métiers. Donc, j'en ai pas parlé, mais on a l'école Paul-Louis Merlin à côté avec les installateurs courant faible. Aucun de ces gamins a un problème d'employabilité à la fin de son cursus. Donc, c'est absolument phénoménal. Et ça fait partie des choses qui sont, à mon avis, aussi une solution pérenne pour être capable d'avoir des gens qui vont vous amener ces innovations et faire en sorte que vous puissiez en avoir une installation qui soit super simple aussi à la maison, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus en disant OK, quand vous achetez un système d'automatisation de la maison, les anciens systèmes de domotique, pourquoi ça ne marchait pas? Parce que quand le machin ne marche pas, est-ce que c'est interopérable? Ah oui, mais j'ai un machin de chez Somfy, j'ai la caméra qui vient de chez machin, j'ai le truc qui vient de là. Et quand c'est one thing, one app, à ce moment-là, la valeur ajoutée, elle est quand même relativement faible. Donc c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont quand même difficiles. On a pas mal de choses autour de la cybersécurité et de tout ce qui est enfin, le computing local qu'on appelle le Edge, basé essentiellement sur des microcontrôleurs de chez ST, où là, on a énormément de développements qui sont faits aussi ici dans ce bâtiment, alors à Hébin ou notre nouveau bâtiment qui est localisé à Grenoble aussi. Donc, on a pas mal de choses aussi qui se développent autour de ça et qui sont quand même relativement intéressantes aussi. Alors, sans prise de position politique, l'élection de Joe Biden a-t-elle un impact positif pour Schneider Electric aux US? Alors,
Alors, l'élection de Joe Biden, c'est une chose. Le fameux stimulus package dans lequel il y a 2000 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures, la distribution énergétique, les usines, les bâtiments énergivores, etc., ça aura forcément un impact sur Schneider Electric. C'est-à-dire qu'on est très, très bien positionné dans cet environnement. Donc, plus que l'élection de Joe Biden, sur laquelle je n'ai pas de position à un moment donné, c'est vraiment la notion de cet environnement économique avec un retour à la croissance qui est essentiel, et surtout la volonté et la prise de conscience peut-être aussi un petit peu plus importante qu'auparavant du changement climatique, du fait qu'il faut arrêter de consommer les ressources, etc. Donc je pense qu'il y a probablement une mécanique qui s'est mise en route autour de ça. Et le stimulus package, avec un peu de chance, va accompagner aussi et faire en sorte que sur ces 2000 milliards qui vont être dépensés, il y aura une amélioration des infrastructures qui permettra d'avoir, enfin ils l'ont vécu l'hiver dernier, des feux de forêt, les feux de forêt en Californie. Il y a des gens en Californie qui sont restés pendant 3 à 4 semaines sans énergie à la maison, hein, dans des villas de 800 mètres carrés, avec tous les volets fermés, parce qu'une fois que vous avez tiré les volets avec votre système d'automatisation, machin truc, et puis qu'il n'y a plus d'énergie parce que ça a brûlé pendant la nuit, ben, le matin, vous ne pouvez même plus sortir de chez vous. Ça a été l'expérience d'un certain nombre de personnes. Donc, bon, ce n'est pas forcément drôle pour eux, mais je pense qu'il y a une opportunité aussi à travers ça, qui est absolument essentielle, et donc qui devrait aussi permettre d'avoir un retour très, très fort de croissance dans cet environnement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Ah, et je vois qu'il y a encore une. Ah non, c'est bon. Non, j'ai répondu à tout. Oui, non, je pensais qu'il y en a encore. C'est tout bon? Bon, bah écoutez, merci à Thierry, merci beaucoup à Nicolas pour cette présentation. On a appris plein de choses. Je vous en prie, j'espère. Enfin, en tout cas, c'était avec grand plaisir. Merci encore de m'avoir invité, parce que pour moi, c'est vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça a été intéressant pour vous dans l'interactivité, que vous avez appris plein de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers Henri-Marc, vers Thierry, etc. À votre disposition. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et au revoir. Au revoir.